Dans cette vidéo, nous allons créer sur Niagara ce système qui modifie le comportement de ces particules de manière à ce qu'elles regardent constamment le centre de l'émetteur. Salut les game devs, ici Evans pour vous aider à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos clairs et faciles à comprendre. Si ce genre de contenu vous intéresse, rejoignez notre communauté de passionnés en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui découvrent cette série, nous reproduisons ensemble les systèmes de particules du projet Content Example d'Epic Games. Donc si vous ne connaissez pas Niagara, je vous invite fortement à suivre le lien situé en description pour des vidéos expliquant le fonctionnement de cet éditeur de particules dernier cri. Allez, c'est parti! Alors le système que nous allons reproduire aujourd'hui n'est composé que d'un simple émetteur qui émet 50 sprites par seconde. Ces sprites apparaissent à la surface d'une sphère de rayon 100 et elles se déplacent le long de cette surface, notamment grâce à une vélocité de type vortex et dont l'axe varie au fil du temps. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que l'axe varie au fil du temps? C'est tout simplement parce que là, si vous regardez bien une particule, elle ne se déplace pas de manière, comment est-ce qu'on peut dire ça, de manière un peu rectiligne. Elle ne fait pas exactement le tour de la sphère, mais elle a l'air de faire une sorte d'arc autour de la sphère. Et cet arc-là, il est dû justement à un axe qui bouge tout au long de la durée de vie de la particule. Et l'autre point intéressant, qui est en fait le point que ce système veut démontrer justement avec Niagara, c'est que plutôt que d'avoir des particules, donc des sprites qui font constamment face à la caméra, on peut leur demander de pivoter de manière à regarder un point bien précis. Donc là, si vous regardez bien, les particules regardent en fait le centre de la sphère et de temps en temps, à intervalles réguliers, elles vont finir par pivoter sur elles-mêmes. Donc là, il va falloir modifier justement un paramètre du renderer de ce système qui s'appelle justement le paramètre sprite facing et qui va permettre de dire qu'est-ce que la particule regarde exactement. Alors, c'est l'heure de l'exercice, donc comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le lien situé en description de cette vidéo pour télécharger l'archive contenant le projet avec lequel je vais travailler dans la suite de cette vidéo. Une fois les fichiers téléchargés, vous pouvez tenter de reproduire ce système en suivant le cahier des charges ici à l'écran, que vous trouverez aussi dans l'archive. Maintenant, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, et une fois l'exercice terminé, on se retrouve dans la suite de cette vidéo pour la correction. Allez, bon courage à vous! Alors maintenant, nous allons passer à la correction de l'exercice. Comme d'habitude, si vous avez réussi l'exercice, je vous invite à mettre le mot « réussi » dans la zone de commentaires ci-dessous. Et si vous n'avez pas réussi, je vous invite à réessayer l'exercice un petit peu plus tard et mettre le mot « réussi » une fois que vous aurez réussi l'exercice tout simplement. Donc là, nous allons passer à la création de notre système. Donc ici, dans le dossier Niagara, je vais venir faire un nouveau dossier. Je vais appeler ça 04. Underscore sprite facing. Je vais ouvrir le dossier et dans ce dossier je vais faire un clic droit, FX, Niagara Emitter. Je vais prendre un empty emitter pour créer tout depuis le début. Je vais appeler ça NE underscore sprite facing. Voilà. Et donc je vais l'ouvrir et on a donc un émetteur classique avec les paramètres par défaut dans l'emitter properties. Donc l'emitter properties, cette fois-ci, nous n'avons pas besoin de modifier ces valeurs, donc on va réduire ça. Et ici, je vais commencer par ajouter un sprite renderer properties. Je vais aller chercher mon M default sprite material dans le dossier 00 asset. Pour rappel, si vous n'avez pas téléchargé mon projet, vous pouvez venir dans View Options, Show Engine, Show Plugin, et vous irez dans le dossier de Niagara pour récupérer le Default Sprite Material. Donc je le sélectionne, et ici, dans le renderer, je vais cliquer sur la petite flèche pour assigner ce renderer et dire que nous faisons apparaître des sprites. Donc nous allons revenir ici un peu plus tard, mais pour le moment, je vais venir dans l'emitter update et je vais faire un life cycle, un émetteur life cycle. On va laisser des paramètres par défaut, et donc pour rappel, l'émetteur life cycle, c'est lui qui définit comment est-ce que l'émetteur se comporte tout au long de sa vie. Donc ici on a un max loop count égal à 0, parce que nous allons émettre des sprites de manière indéfinie, tout de manière à une durée indéfinie, et l'émission des sprites durera 5 secondes avant de recommencer. Ensuite,
ici dans l'émetteur update toujours, je vais faire un spawn rate cette fois-ci. Donc le spawn rate, il va émettre 50 particules par seconde. Donc là, nous avons une particule qui apparaît. Ici, vous pouvez voir le nombre de particules qui ne fait que grandir tout au long des secondes. Donc là, ça ne va pas arrêter de croître. Et nous allons venir dans le particle spawn ici. Nous allons faire un initialize particle. Donc le initialize particle, je vais mettre le lifetime, donc la durée de vie d'une particule à 6. Je vais décocher le mass parce que nous n'allons pas utiliser ça. Et ici, dans le color, histoire de faire en sorte que chaque particule ait une couleur aléatoire, je vais venir cliquer sur la petite flèche et je vais choisir un Uniform Ranged Linear Color. Alors, le Uniform Ranged Linear Color, il va tirer une couleur aléatoire comprise entre le blanc et le noir. Et donc, entre le blanc et le noir, il y a toutes les couleurs. Donc, chaque particule va avoir une couleur aléatoire. Ici, ça ne se voit pas vraiment parce qu'on superpose tellement de couleurs qu'au final, ça donne du blanc. Mais vous allez voir que lorsque nous allons déplacer les particules, on a plusieurs particules de couleurs différentes. Ici, le sprite size, je vais venir cocher parce que nous allons modifier la taille des sprites. Et nous allons venir dans un premier temps cliquer sur la petite flèche pour faire un vector to different float, ce qui va nous permettre de définir le x et le y à partir d'une seule valeur qui va être appliquée aux deux. Donc ici, le vector to different float, je vais venir cliquer sur la petite flèche juste en dessous et je vais venir taper un uniform ranged float. Alors, pareil que pour la couleur, ici on va tirer une valeur aléatoire comprise entre le minimum et le maximum. Dans notre cas, le minimum, nous allons le mettre à 5 et le maximum, nous allons mettre ça à 9. Donc chaque particule qui va apparaître aura une taille aléatoire comprise entre 5 et 9. Donc maintenant, on peut réduire le initialize particle, je vais réduire le spawn rate aussi, et donc dans le particle spawn ici, je vais chercher un sphere location. Donc le sphere location, je vais le laisser le radius à 100, et comme vous pouvez le voir ici, on a donc bien des particules qui apparaissent dans une sphère de rayon 100. Sauf que si vous vous rappelez bien du cahier des charges, nous voulons que les particules apparaissent à la surface de la sphère. Et pour ce faire, nous allons venir ici cliquer sur la petite flèche pour étendre la liste des propriétés. Et je vais cocher le Surface Only Band Thickness. Je vais cocher ça. Et là, vous allez voir que du coup, les particules apparaissent bien à la surface de notre sphère. Donc là, il n'y a plus de particules à l'intérieur. Mais je vais modifier un petit peu tout ça. Je vais mettre ici la valeur à 0,1. Et ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'apparaître vraiment à la surface de la sphère, elles vont apparaître dans un rayon qui va aller de 90 à 100. Tout simplement parce que j'ai dit que je veux qu'il y ait une apparition à peu près dans 10%, donc 0,1, 10% du rayon de la sphère. Donc 10% en partant de la surface. Donc là, maintenant, étant donné que je définis le lifetime, j'aimerais que les particules meurent au bout de 6 secondes. Donc, pour mettre à jour leur âge, je vais venir ici dans le particle update et je vais chercher un update age. Comme ça, au moins, au bout de 6 secondes, nos particules vont bien disparaître. Et je vais prendre un petit peu d'avance par rapport à la suite, étant donné que nous allons les faire se déplacer à l'aide d'une vélocité de type vortex, je vais venir ajouter déjà dès maintenant le solve forces and velocity. Le solve forces and velocity, il va servir à quoi? Il va servir à calculer la nouvelle position de la particule en fonction des forces qui lui sont appliquées. Donc maintenant, nous avons fini d'implémenter les points 1 et 2 de notre cahier des charges et nous allons nous attaquer au point 3 qui consiste à définir le déplacement des particules. Donc les particules se déplacent dans un vortex et ont un axe qui change d'orientation tout au long de leur durée de vie. Donc nous allons nous attaquer à la première partie de cette phrase. Les particules se déplacent dans un vortex. Donc de retour dans notre émetteur ici, je vais venir dans le particle update et je vais chercher un vortex velocity. Donc là, faites bien attention à prendre le vortex velocity et non pas le vortex force. Donc ici, on a une erreur. C'est tout simplement que Niagara nous demande de calculer
de placer le vortex velocity avant le solve for season velocity. Tout simplement parce que le solve for season velocity permet de calculer la nouvelle position des particules. Donc ici, vous voyez, ça marche, mais je pense que c'est un petit bug de Niagara. Donc soit vous cliquez sur Fix Issue, soit vous prenez le module ici et vous le déplacez au-dessus du solve for season velocity. Donc là, dans le velocity amount, je vais venir cliquer sur la petite flèche ici à droite et je vais faire un uniform range float. Je vais mettre le minimum à 50 et le maximum à 160. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque particule du système va avoir sa propre vélocité. Elles ne vont donc pas toutes aller à la même vitesse. Et on aura des particules qui vont aller plus lentement que d'autres. Donc ici, par exemple, si je mets ça, le minimum à 10, on voit mieux la différence de déplacement des différentes particules. Donc ça, je vais remettre à, on va mettre à 40 plutôt, tant qu'à faire, histoire de mieux prononcer la différence de vélocité entre les deux. Et ici, dans le vortex origin, je vais venir placer un engine, ici, une variable engine.owner.position. Alors, je fais ça parce que je veux vous montrer quelque chose. Donc, le engine.owner.position, ça représente la position de l'émetteur dans le monde. Et avant de continuer, je vous explique quand même les autres paramètres du vortex velocity. Donc ici, nous avons le vortex axis qui représente l'axe de rotation, l'axe autour duquel les particules tournent. Donc ici, c'est l'axe Z. Admettons que je mets Y à 1 et le Z à 0. Vous pouvez voir que les particules tournent autour de l'axe Y. Donc là, pour le moment, je vais laisser tout ça à Z. Le vortex origine, c'est le point d'origine autour duquel les particules tournent. Et le fall-off, c'est à quel point la vélocité qui est appliquée diminue en fonction de la distance. Donc je vous disais que je voulais vous montrer quelque chose. Donc là, je vais compiler, appliquer et sauvegarder. Ici, les particules tournent autour d'un point défini par la position de l'émetteur. Donc de retour dans le viewport, ici, je vais aller dans le dossier de mon émetteur. Je vais faire un clic droit, Create Niagara System, et je vais renommer ça en ns_sprite facing. Je vais venir l'assigner ici sur le bon socle. Voilà. Et donc là, nous avons nos particules. Ok. Donc là, elles sont placées directement ici. Et moi, ce que je voudrais, c'est que lorsque je les déplace, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais peut-être remettre ça en plein écran. Voilà. Donc là, si je prends mon système et que je déplace mes particules, vous voyez que les particules qui sont déjà en jeu restent sur place. Donc là, en fait, il s'agit du local space. Nous allons corriger ça tout de suite après. Et avant de continuer, nous allons créer un nouveau type de script qui s'appelle en fait le Niagara Dynamic Script. Alors, donc là, je vais faire un clic droit. Je vais venir chercher dans FX et nous allons prendre un Niagara Dynamic Input Script. Donc ici, je vais appeler ça NDI_get emitter lock, et nous allons recréer ce qu'il y avait ici juste avant que je place le engine owner.position. Donc on avait un simulation.position. Nous allons recréer le code de ce truc-là. Donc là, je vais ouvrir le NDI. Et donc là, c'est juste en fait pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les Niagara Dynamic Input Script. Alors, les Niagara Dynamic Input Script, c'est ce qu'on trouve ici. Le Uniform Range Float, le Simulation Position. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Est-ce qu'on a d'autres exemples ici? Non, je ne pense pas. Mais en gros, si vous ouvrez... ah si, oui, je peux vous montrer le Initialize Particle. Ici, en fait, on a le vector 2D from float. Donc là, si je double-clique dessus, vous pouvez voir que tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend une valeur en entrée, un module.value, et il crée un vecteur 2D dans lequel il assigne la valeur value ici à x et y. Et il l'envoie en sortie justement le vecteur 2D correspondant. Donc là, c'est la force de Niagara, c'est que c'est vachement modulaire et on peut vraiment modifier beaucoup de choses dans le comportement d'un émetteur. Donc ici, on a vu un Niagara Dynamic Input Script. Et donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons prendre en entrée le... Ici, on va cliquer sur le petit plus. Je vais venir chercher le engine.owner.position. Et ensuite, je vais venir chercher le émetteur. Je vais taper, alors, local.
emitter.localSpace. Alors, je vais faire un clic droit ici, je vais faire un move pin up pour le déplacer vers le haut, et ici je vais faire un clic droit, et je vais faire un remove pin, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc là, je vais faire un if. Alors le if, c'est comme un branch, il va permettre de donner en sortie une valeur, donc ici un vecteur, je vais brancher ça là, il va donner un vecteur en fonction d'un booléen. Donc ici nous avons l'emitter.localSpace, je vais brancher ça là, et le engine.owner.position, je vais le brancher dans B. Donc voilà, on a fini avec ce Niagara Dynamic Input Script. Je vais compiler, appliquer et sauvegarder, et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc l'emitter.localSpace permet de définir le type de coordonnées qu'on assigne à nos particules. Donc les coordonnées des particules, de base, elles sont exprimées en fonction du world, donc en fonction du monde. Donc si une particule a une position de, admettons, quelque chose comme 0, 10 et 15, et bien en fait cette position-là, elle est exprimée par rapport à l'origine de notre monde, à l'origine du world. Ce qui fait que là, si je déplace, en fait, le centre qui a été calculé ici pour le vortex a été placé aussi dans le monde. Et donc les particules qui sont déjà apparues vont pivoter autour du centre qui a été calculé au tout début. Nous, ce qu'on aimerait bien dans le cas de cet émetteur-là, c'est que les particules suivent l'émetteur. Donc quand je les déplace, j'aimerais que toutes les particules se déplacent avec l'émetteur. Et pour ce faire, on utilise donc le fameux local space. Le local space, en fait, il va changer l'expression des particules de manière à les exprimer dans l'espace de l'émetteur. Et lorsqu'on parle de l'espace de l'émetteur, c'est que plutôt que d'avoir, admettons qu'une particule a une coordonnée qui est égale à 0, 0, 0, donc sa position, en fait, elle va être ici. C'est une position qui devient relative à l'émetteur. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, je reviens dans mon émetteur ici. Donc n'oubliez pas de compiler, appliquer et sauvegarder notre getEmitterLock. Je vais venir donc de retour dans mon Vortex Velocity ici. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais chercher getEmitterLock. NDI getEmitterLock. Donc ça fait exactement la même chose que le Simulation Position, hein, je préfère le préciser. C'est juste histoire de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc je le place ici. J'applique, je compile et je sauvegarde, et vous allez voir que là, il n'y a toujours rien qui change. Et en fait, pour pouvoir exprimer la position des particules en local space, donc relativement à l'émetteur, on va venir ici, dans l'émetteur, tout en haut. Dans l'emitter properties, vous avez le local space, l'option local space. Donc là, vous pouvez cocher. On va compiler, appliquer et sauvegarder. Et donc là, si je retourne dans le viewport, je sélectionne mon système, et là quand je le déplace, vous voyez que toutes les particules vont suivre les déplacements du système. Alors maintenant que nous avons vu comment fonctionne le Vortex Velocity, nous allons faire en sorte de modifier l'axe qui change d'orientation tout au long de la durée de vie. Donc on est toujours dans le point 3 du cahier des charges, et donc de retour dans mon émetteur. Pour ce faire, ce que nous allons utiliser, c'est que nous allons définir pour chaque particule deux axes, deux vecteurs. Et en fait, nous allons faire évoluer l'axe du Vortex Velocity, donc le Vortex Axis ici, nous allons le faire évoluer pour partir du vecteur A qui a été tiré aléatoirement vers le vecteur B qui a été lui aussi tiré aléatoirement justement en fonction de chaque particule. Donc nous allons créer ces deux vecteurs. Donc ici, dans le Particles, je vais venir créer une nouvelle variable de type vector. Je vais appeler ça particles. Donc n'oubliez pas de laisser le particles. Random vector A. Et je vais créer une autre variable dans le namespace particles. Et je vais appeler ça particles.random vector B. Alors, donc ces deux axes-là vont être tirés pour chaque particule dès qu'elles apparaissent. Donc pour les initialiser, je vais prendre le random vector A, je vais venir mettre ça dans le particle spawn, et ici, je vais venir faire un add variable, et je vais chercher le particle.random vector B.
Donc pour tirer des vecteurs aléatoires, nous allons venir cliquer sur la petite flèche ici, et je vais chercher Random Vector. C'est tout. Ici, nous avons un random vector qui a une longueur de 1 à chaque fois. Donc pour chaque particule, nous allons tirer un vecteur aléatoire qu'on va stocker dans le random vector A. Donc ici, je vais faire la même chose pour le vecteur B, random vector. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'au début, on va tirer ces deux axes différents, et l'axe du vortex va commencer dans le A et va finir dans le B. Donc maintenant, je vais aller dans, ici, toujours dans le particle, je vais créer une troisième variable. Et donc, cette variable-là, cette fois-ci, va être la variable que nous allons assigner au vortex axis. Donc, c'est l'axe qui va bouger justement au fil du temps. Donc, dans le particles ici, je vais toujours faire un petit plus, je vais chercher un vector, et cette fois-ci, je vais appeler ça particles.vortex moving axis. Donc le vortex moving axis va commencer par être égal à A et il va se déplacer vers B. Donc je vais l'initialiser ici dans le particle update, juste en dessous du update age. Donc là, je vais venir cliquer sur la petite flèche et je vais venir chercher un lerp vector. Alors le lerp vector va évoluer, va sortir une valeur, donc un nouveau vecteur, soit A, soit B, ou soit les vecteurs qu'il y a entre les deux. Donc ici, je vais venir tirer un particles.randomVector A que je vais mettre dans A, et particles.randomVector B que je vais mettre dans B. Donc si l'alpha est égal à 0, on va avoir un axe égal au vecteur A. Si l'alpha est égal à 1, on va avoir un axe qui est égal au vecteur B. Et donc, le but du jeu, c'est de faire varier cette valeur de 0 à 1 au fil de la durée de vie, au fil du temps, tout au long de la durée de vie de chaque particule. Et donc, pour faire varier cet alpha de 0 à 1, on va utiliser notre éternel particles.normalizedAge qui permet d'exprimer la durée de vie d'une particule en pourcentage. Donc, le particles.normalizedAge, lorsqu'il est égal à 0, c'est le moment où la particule apparaît dans le monde. Et lorsqu'il est égal à 1, c'est le moment où la particule disparaît. Donc lorsqu'elle a atteint sa durée de vie maximale. Ici, on va venir ajouter dans le vortex axis le particles.vortex moving axis. Et donc là, vous allez voir ce qui va se passer. Dès que je vais lâcher, hop, on a donc bien des particules. Donc chaque particule a un mouvement autour de l'axe, enfin de la sphère, pardon. Alors maintenant, nous allons faire un truc que je n'ai pas précisé dans le cahier des charges, qui consiste en fait à faire changer la taille des particules tout au long de leur durée de vie. Donc, je ne l'ai pas mis dans le cahier des charges, tout simplement parce que je le trouvais déjà un petit peu chargé, et je me suis dit que cette partie-là, c'est quelque chose que nous avons déjà fait dans les précédents systèmes, si vous avez suivi la série depuis le début. Donc, logiquement, c'est quelque chose que vous savez déjà faire. Donc ici, dans le particle update, je vais faire un sprite size scale, je vais venir le placer au-dessus du solve forces and velocity, et donc ici dans le scale factor, je vais venir chercher un vector 2D from float, et dans le value ici, je vais faire un curve, float from curve. Donc on va définir la taille des particules en fonction d'une courbe. Donc ici, pour rappel, on a donc une courbe qui définit la valeur de ce float-là. Donc au début, elle est égale à 1 et à la fin, elle est égale à 0. Et on dépend toujours du particle.normalizedAge. Donc au début de leur durée de vie, les particules ont un scale qui est égal à 1, et lorsqu'elles meurent, elles ont un scale qui est égal à 0. Donc là, vous pouvez voir que les particules rétrécissent tout au long de leur durée de vie. Mais nous allons changer ça. Je vais prendre la toute première clé ici. Je vais mettre le time à 0 et le value à 1. Ensuite, je vais faire un clic droit pour ajouter une nouvelle clé. Je vais mettre le time à 0,1 et le value à 1. Je vais ajouter une autre clé. Je vais la mettre à 0,5 et le value à 2. Une autre clé encore, que je vais mettre à 0,9 et 1. Et la dernière clé, je vais faire attention à ce qu'elle soit bien égale à 1, 0. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Hop, je vais afficher ça ici. Donc là, en gros, lorsque les particules apparaissent, elles sont toutes petites,
elles atteignent une échelle normale. Ensuite, elles arrivent au double de leur taille, à la moitié de leur durée de vie, et elles rétrécissent pour arriver tout à la fin et disparaître complètement. Donc là, je peux retirer la courbe. Ici, je reviens dans ma timeline. Et donc là, comme vous pouvez le voir, les particules ont une taille qui varie au fil de leur âge. Alors maintenant, nous arrivons à la partie qui, à mon sens, est la plus fun dans cet exercice-là. C'est le point numéro 4, qui consiste à définir deux types d'orientation des particules. Donc nous allons nous attaquer au premier type d'orientation qui consiste à faire en sorte que les particules regardent le centre de la sphère. Donc, comme je le disais au début de cette vidéo, le mouvement, enfin l'orientation de base d'une particule fait que elle regarde constamment la caméra. Donc comme vous pouvez le voir ici, les particules font face à la caméra, peu importe la rotation du système. Nous, on veut changer ça et faire en sorte que les particules regardent plutôt le centre de la sphère. Et pour ce faire, nous allons venir modifier les paramètres du renderer. Donc, pour rappel, Niagara, comment est-ce que ça fonctionne? C'est on exécute les modules de haut en bas, et une fois que la simulation est terminée, on récupère tous les paramètres pour les mettre directement dans le renderer, qui lui va se charger d'afficher justement les sprites. Donc, si vous dépliez le renderer ici, tout en bas, vous allez voir qu'il y a tout un tas de paramètres. Et ici, par exemple, on peut voir que le position binding, dans la position d'une particule ici dans le monde, est défini par la variable particles.position. La couleur est définie par la variable particles.color, et on peut venir modifier, si on veut, les variables qui permettent de définir les propriétés du renderer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est changer le facing, donc l'orientation des sprites. Et pour ce faire, nous allons venir ici, dans le facing mode, là, et là, vous voyez que c'est face camera. Camera. Je suis un peu nul pour le coup dans la prononciation en anglais, mais c'est pas grave. Donc ici, de base, les particules vont regarder la caméra, et nous allons changer. Nous allons venir cliquer ici et choisir un Custom Facing Vector. Ensuite, il ne faut pas oublier de changer ici le Custom Facing Vector Mask. Lui, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait à quel point est-ce qu'on se base sur le Custom Facing Vector. Donc si on a des valeurs égales à 0, c'est comme si ici on n'avait rien changé, les sprites vont continuer de regarder la caméra. Donc pour que on prenne complètement en compte le vecteur que nous allons choisir, donc celui qui permet de regarder vers le centre, on va mettre toutes les valeurs à 1. Le X, le Y et le Z. Donc maintenant que c'est fait, on va aller dans le particle update, ici, et nous allons faire en sorte de créer un vecteur qui va permettre à chaque particule de regarder constamment le centre. Donc ici, dans le namespace particles, je vais ajouter une nouvelle variable, et je vais appeler ça, donc c'est une variable de type vector, elle va s'appeler particles.lookAtCenter. Donc c'est un vecteur qui va permettre de définir le fait de regarder vers le centre. Donc le particles.lookAtCenter, c'est quelque chose qu'il faudra mettre à jour pour chaque particule, donc ça va se passer ici, et il faut que ce soit fait à chaque frame, histoire de vérifier, enfin de réorienter la particule correctement. Donc là, le particles.lookAtCenter, je vais le placer dans le particle update ici, juste en dessous du update age. Voilà, et je vais commencer à faire des petits calculs pour créer ce vecteur. Donc, sur la petite flèche ici, je vais venir chercher un subtract vector. Donc, on va soustraire deux positions. La première position ici, dans le A, ça va être notre Niagara Dynamic Input Script créé plus tôt. Donc, je vais taper NDI getEmitterLock. Et dans le B, ici, je vais venir placer le particles.position. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est, on a pris la position de l'émetteur, donc getEmitterLock, à laquelle on a soustrait la position de la particule. Et ça nous fait en fait un vecteur qui va aller de la particule vers le centre de l'émetteur, vers la position de l'émetteur. Et donc on a bien un axe qui nous permet de regarder le centre de l'émetteur. Et donc maintenant, on va aller ici chercher le particles. Alors si je ne me trompe pas, c'est la variable sprite facing, donc qui n'est pas ici,
Ok. Comme on ne l'utilise pas dans les modules ici, elle n'apparaît pas dans le particles namespace. Il faut faire appel à elle ici. Donc là, je vais faire un sprite facing et vous allez voir que là, par contre, notre variable particles.spritefacing apparaît bien. Donc je vais cliquer sur ça et je vais venir la placer juste après le particles.lookAtCenter. Alors le particles.spritefacing, je vais lui assigner justement notre particles.lookAtCenter. Donc je glisse ça ici. Et donc là, comme vous pouvez le voir, nos particules regardent bien le centre. Et donc là, maintenant que nous avons fini de faire en sorte que les particules regardent constamment le centre de la sphère, nous allons nous attaquer à la partie qui consiste à les faire pivoter sur elles-mêmes. Donc c'est un autre mode de facing, donc un autre mode d'orientation qui va être stocké dans une autre variable un peu à la manière du lookAtCenter. Donc ici, dans le particles, je vais créer une nouvelle variable de type vector et je vais appeler ça particles.pivot. Donc là, c'est un autre type de mouvement. Donc je vais prendre le particles.pivot et je vais venir l'initialiser juste après le particles.lookAtCenter dans le particle update. Donc là, le particles.pivot, je vais venir chercher un rotate vector. Ensuite, le vector to rotate, je vais prendre le particles.lookAtCenter ici, je vais glisser ça là, et ensuite le yo pitch et roll, je vais tous les mettre à 60. Dans le delta time, plutôt que de mettre le engine delta time, je vais mettre un emitter.age, tout simplement parce que on veut que les sprites continuent de pivoter constamment sur eux-mêmes. Donc là, maintenant que j'ai créé ce nouveau mode de mouvement, donc qu'est-ce que je viens de faire en fait? J'ai pris le vecteur particles.lookAtCenter et je le fais pivoter constamment à 60 degrés autour du yo, pitch et roll. Donc là, maintenant que nous avons ce nouveau type de mouvement, nous allons le mettre ici dans le particles.spritefacing juste pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez que les particules tournent constamment sur elles-mêmes tout au long de leur durée de vie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que de base, elles regardent le centre de la sphère et de temps en temps, elles se mettent à pivoter. Donc pour faire ça, nous allons venir ici dans le particles.spritefacing. Je vais chercher un lerp. Donc le lerp vector, on l'a vu un peu plus tôt. Je vais venir brancher le lookAtCenter dans le A et le particles.pivot dans le B. Donc là, si cette valeur, l'alpha est égal à 0, on regarde le centre. Si l'alpha est égal à 1, on pivote. Et donc nous, on aimerait changer un petit peu de manière périodique l'état de la particule. Et donc pour ce faire, nous allons utiliser une variable que nous avons déjà utilisée plusieurs fois dans les précédents épisodes du Content Example. C'est dans l'emitter, on va faire un nouveau float, et on va appeler ça emitter.sineWave. Je vais venir l'initialiser directement dans l'emitter update, ici. Voilà. Et donc là, je vais faire un clamp float. Donc je vais vous expliquer ensuite ce que je suis en train de faire. Et donc ici, le min, je le laisse à 0 et le max à 1. Et dans le float, là, je vais faire un sine. Donc le normalized angle ici, plutôt que de laisser le emitter age, je vais venir chercher un multiply float. Je vais venir brancher le emitter age dans le A. Et je vais mettre le B à 0,2 pour ralentir l'écoulement du temps, de manière à ce qu'il s'écoule à 20% du temps normal, de la vitesse normale. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, on a une fonction sinus qui va aller de -1 à 1. Et en fait, le clamp float, il va permettre en fait de faire en sorte que la valeur soit toujours comprise entre 0 et 1. Résultat, lorsqu'on aura le signe qui va nous envoyer une valeur en dessous de 0, ça va être constamment à 0.
Et en fait, l'effet que ça va donner, c'est que du coup, lorsque le sine va aller entre 0 et moins 1 pour revenir ensuite à 0, la valeur qui va sortir du emitter.sineWave va être constamment égale à 0. Et donc, ça va donner l'illusion que pendant un petit moment, on va regarder le centre de la sphère, et une fois que le sine va dépasser 0, on va repartir vers un mouvement qui consiste à pivoter sur elle-même. Donc ici, dans le particles.spriteFacing, on a mis un lerp qui va de 0 pour le locate center à 1 pour le pivot, et je vais venir brancher mon emitter.sineWave. Donc là, je compile, j'applique et je sauvegarde. Et si je reviens dans le viewport, vous pouvez voir que notre système fonctionne correctement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, désolé, elle était un petit peu longue, tout simplement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de concepts à aborder. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et à me dire ce que vous en avez pensé dans la zone de commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux 2 vidéos de mon catalogue qui vont apparaître ici à droite. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, ciao!